Bonjour tout le monde, voici une nouvelle vidéo concernant le programme de première spécialité. Dans le thème de constitution et transformation de la matière, je vais aborder, comme vous pouvez le constater, la couleur des solutions. Et on va commencer en introduction par voir les paramètres qui influencent ces différentes couleurs. Voici l'exemple d'une solution qui s'appelle de l'eau iodée. C'est l'élément iode qui est dissous donc dans le solvant de l'eau. La couleur est donc orangée, comme vous pouvez le constater. Et voici une autre solution, solution de sulfate de cuivre, solution aqueuse, donc le même solvant de l'eau, mais évidemment la couleur est différente. Donc quand on compare ces deux solutions, on est amené à dire que ce qui influence la couleur d'une solution, c'est bien évidemment le soluté qui est présent. Alors oui, c'est vrai, mais attention, parce que si je vous montre cette troisième solution, on retrouve une couleur qui est très proche de la première image. Pour autant, le soluté est complètement différent, donc il ne faudrait pas croire que tous les solutés vont donner des solutions de couleurs différentes. Donc, premier critère que l'on met quand même en évidence malgré tout, c'est que l'espèce chimique va avoir une importance et un impact sur la couleur de la solution. Ensuite, voici une quatrième image qui montre toujours une solution de sulfate de cuivre, mais on constate nettement que la couleur bleue est beaucoup moins intense. Donc qu'est-ce qui va avoir également une influence sur la couleur? Eh bien c'est la concentration bien évidemment de cette solution. On peut aussi modifier la couleur en ajoutant un solvant différent. Regardez là, dans l'eau iodée de départ, j'ai rajouté du cyclohexane. Alors le cyclohexane est un liquide qui est incolore, qui est non miscible avec l'eau et qui est moins dense. Donc il flotte par rapport à l'eau. Et après mélange de l'eau iodée qui était au-dessous et du cyclohexane, eh bien, on obtient cette couleur-là. Le cyclohexane a changé de couleur, il est maintenant rose. Et on peut constater que ce cyclohexane chargé en diode eh bien, n'a pas la même couleur que l'eau iodée de départ. Donc le diode, quand il change de solvant, va donner une couleur différente. Le solvant, lui aussi, peut avoir un impact sur la couleur de la solution. Enfin, dernier exemple, voici une dernière espèce chimique, le bleu de bromothymol, et on constate que si on le mélange à une base ou à un acide, eh bien il va prendre des teintes différentes. Autrement dit, le pH de la solution peut également avoir un impact sur la couleur. Donc il y en a d'autres, bien évidemment, des critères, je vous en ai illustré ici 4, et pour répondre aux objectifs du programme, eh bien on va développer de manière plus importante les deux premiers, c'est-à-dire le lien entre l'espèce chimique et la couleur et la concentration. Alors comment expliquer la couleur d'une solution à partir de l'espèce chimique qu'elle contient? Pour cela, on va introduire une nouvelle grandeur, une nouvelle notion qui s'appelle l'absorbance, qui est tout simplement la capacité d'une espèce chimique en solution à absorber une lumière incidente, c'est-à-dire une lumière qui arrive sur la solution. Cette absorbance va être symbolisée par la lettre A, et c'est une grandeur qui n'a pas d'unité. Donc voici ici le principe qui est schématisé. Un réservoir qui contient donc la solution à analyser. On envoie ici de la lumière qu'on appelle donc la lumière incidente avec une certaine intensité I0, et une partie de la lumière va réussir à traverser la substance et on récupère donc à la sortie une intensité lumineuse transmise. Et de la comparaison de ces deux intensités, on en tire quelque chose qui nous amène à l'absorbance. Le lien mathématique est un peu plus complexe, mais il n'est pas du tout au programme pour l'instant. Donc sachez juste que c'est en quelque sorte une proportion, une comparaison de ces deux intensités qui nous amène à la notion d'absorbance. Donc, si maintenant on parle en point de vue des couleurs, la solution que vous avez ici en exemple est bleue. Si elle nous apparaît bleue, c'est que la lumière qui est passée au travers et qui nous parvient jusqu'aux yeux est de couleur bleue. Donc la lumière perçue, la lumière transmise est bleue, comme on peut le voir ici. Et ce que vous voyez apparaître ici s'appelle un cercle chromatique, et on va regarder la couleur qui est diamétralement opposée, parce qu'en fait, si l'on perçoit la solution bleue, eh bien c'est que la lumière qui, au contraire, a été absorbée, eh bien se situe exactement de l'autre côté du cercle chromatique,
c'est-à-dire là pour le coup quelque chose d'à peu près orangé. Ces deux couleurs, la couleur transmise et la couleur absorbée, sont dites des couleurs complémentaires. Ce qui a été absorbé n'est pas transmis, ce qui est transmis, qui traverse la solution, n'a pas été absorbé. Donc l'utilisation du cercle chromatique va nous permettre, si on connaît la couleur absorbée, d'en déduire quelle est la couleur transmise et donc quelle est la couleur de la solution. On peut la déduire grâce au cercle et donc grâce à la connaissance de cette couleur absorbée. Pour mesurer cette grandeur qui s'appelle l'absorbance, eh bien on utilise un appareil qui s'appelle le spectrophotomètre, dont voici un exemple. Donc le spectrophotomètre envoie une lumière incidente, il récupère une lumière transmise, il compare les deux intensités et grâce à un calcul, il nous donne une valeur d'absorbance. Cet appareil peut envoyer des rayonnements de longueur d'onde variables en restant dans le visible et un petit peu dans l'ultraviolet. Et on peut alors tracer un graphique qui va représenter l'absorbance en fonction de la longueur d'onde de la lumière incidente. Et ainsi, on va constater que si la solution est colorée, eh bien on va observer un maximum d'absorption situé dans le visible, c'est-à-dire dans le domaine grosso modo de 400 à 800 nanomètres. Si une solution absorbe beaucoup dans le visible, elle est colorée. À l'inverse, si une solution absorbe dans l'ultraviolet, eh bien elle nous apparaîtra incolore. Donc là, on n'est pas dans ce domaine-là puisqu'on parle de la couleur des solutions. Et sur l'exemple que je vous montre ici, donc on observe un spectre d'absorption pour lequel le maximum se situe aux alentours de 700 nanomètres. Donc 700 nanomètres, là mon cercle chromatique n'est pas gradué, mais on est très proche de la limite maximum donc du rouge. Et donc la couleur diamétralement opposée étant le bleu, eh bien je sais que la lumière qui n'est pas absorbée et donc qui est transmise, la lumière perçue est de la lumière bleue, majoritairement bleue, donc la solution va nous apparaître bleue. Donc voilà ce que vous êtes censé savoir faire, hein, c'est lire un tel spectre, repérer le maximum, déterminer avec le plus de précision possible la longueur d'onde du maximum et en utilisant un cercle chromatique, en déduire quelle est la longueur d'onde transmise, la couleur transmise, donc la couleur perçue. Et si on change d'espèce chimique en solution, le spectre d'absorption est différent, le maximum ne sera pas au même endroit, la couleur absorbée n'est pas la même, la couleur transmise n'est pas la même. Il y a donc un lien entre l'espèce chimique, ce qu'elle absorbe et donc ce qu'elle est capable de transmettre. Deuxième paramètre qu'on a vu en introduction, c'est la notion de concentration. Alors, la concentration est une grandeur qui a été abordée en classe de seconde sous la forme de la concentration en masse ou concentration massique qui se calcule ainsi. La masse du soluté exprimée en grammes divisée par le volume de la solution qui lui est en litres nous donne une concentration massique qui est en grammes par litre. Mais on va maintenant voir qu'il existe une autre concentration qui permet également d'exprimer la même notion finalement, à partir non plus de la masse du soluté, mais de sa quantité de matière exprimée en mol, et donc voilà cette autre concentration qu'on va appeler concentration en quantité de matière ou bien concentration molaire plus simplement et qui se calcule avec une formule qui est très très proche. Au lieu d'avoir la masse du soluté en grammes, on a la quantité de soluté en mol, toujours le volume de solution en litres et cette concentration dite molaire ou en quantité de matière va s'exprimer en mol par litre. Vous devez être capable de calculer l'une si vous connaissez l'autre, calculer C connaissant CM ou inversement. Alors le lien qui existe entre ces deux grandeurs, comment passer de l'un à l'autre, il faut changer petit m en n ou petit n en m, et la grandeur qui relie la masse et la quantité de matière, c'est la masse molaire. Donc pour passer de la concentration massique à la concentration molaire, il va falloir utiliser cette masse molaire, la masse molaire du soluté, et voilà donc la formule qui permet de passer de l'une à l'autre. Comment être sûr de ne pas se tromper? Alors il y a un moyen mnémotechnique assez simple, et c'est de dire que Cm égale Cm,
en quelque sorte, hein, bon, vous voyez ce que je veux dire. Ou bien il y a une autre façon de le voir, c'est avec les unités. Il y a une homogénéité des unités, donc la concentration massique s'exprime en grammes par litre. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a une concentration molaire qui est en mol par litre et une masse molaire qui est en grammes par mol. Eh bien regardez, hein, là il y a des mols à la puissance 1, des mols à la puissance moins 1, ça se simplifie. Donc qu'est-ce qu'il reste? Il reste juste des grammes par litre. Donc la relation est bien homogène et on est capable ainsi de calculer l'une ou l'autre. La concentration massique, c'est plus ce qu'on va rencontrer sur les produits d'usage courant, les produits alimentaires par exemple. Vous allez avoir pour 1 litre la masse de soluté présent, donc ça fait référence à une concentration massique. C'est, on va dire, un terme qui est compréhensible par le commun des mortels, alors que la concentration molaire, c'est un terme beaucoup plus spécifique, plus adapté à la chimie, mais vous allez être amené à utiliser l'une ou l'autre, donc il est important de savoir passer de l'une à l'autre, comme je vous l'ai montré ici. Donc voilà pour cette première partie, cette première vidéo sur la couleur des solutions. Très rapidement, je vous montrerai une autre vidéo qui permet justement de faire le lien entre concentration et la couleur, de voir le lien qui existe entre l'absorbance que j'ai définie juste avant et la concentration. À très bientôt pour la suite.